je m'appelle Alexandre Mielnicek et on va parler effectivement de jumeaux numériques et d'éco-conception. Je suis en première année de thèse et je travaille sur l'amélioration des outils d'analyse de cycle de vie à l'échelle quartier basés sur des données géospatiales. Je suis financé par l'école des Ponts et l'IGN et je suis dans l'équipe Géovis au sein de l'IGN. Alors, un petit contexte à rappeler, la population mondiale ne fait qu'augmenter depuis le milieu du XXe siècle, que ce soit dans des zones développées ou moins développées. Et cette population qui augmente, elle va de plus en plus, enfin, c'est dans les villes qu'elle va principalement. Et s'il y a plus de monde en ville, il faut construire des nouveaux quartiers, des nouveaux logements, des nouveaux bâtiments, sachant que l'habitat, c'est le troisième plus gros consommateur d'énergie à l'échelle mondiale. Alors je me suis livré un petit calcul à partir des données RTE, qui sont en accès ouvert. Et le 18 mars à 12h45, ça c'est le mix énergétique pour la production d'électricité en France. Alors on voit 59% de nucléaire, 13% de solaire, 11% d'éolien, 10% d'hydraulique, 5% de gaz, des bioénergies, et on voit malgré tout un tout petit peu, si on regarde un peu plus en détail à gauche, du fioul et du charbon. Donc ça veut dire que ce mix énergétique, pour produire l'électricité qu'on consomme, elle est plus ou moins carbonée, en fonction du moment où elle est produite. À 12h45, en l'occurrence, c'était, on le voit, c'est un tout petit là à gauche, 33 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Alors vous le voyez sur ce graphe, là il est à l'échelle de la semaine. Il y a des moments où ça peut être plus ou moins émetteur de CO2. Par exemple, cette semaine-là, on pouvait monter à 65 grammes. Alors, à 12h45, le 18 mars, on a produit, à cet horaire-là, 1794 tonnes de CO2 équivalent sur ce créneau horaire. Alors, en plus, sur un créneau horaire qui n'était pas si consommateur d'énergie fossile. Donc c'est pas tant que ça aurait pu être le double si on était sur un créneau beaucoup plus carboné. Donc le CO2, c'est un gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, ça accentue le réchauffement de notre planète, avec tous les impacts négatifs sur l'environnement et sur nous que ça implique. Donc vous êtes, je suppose, au courant. Pour bâtir ces nouveaux quartiers, on a besoin d'éléments de construction également, que ce soit du ciment, qui lui aussi produit beaucoup de CO2, du ferraillage, des portes, des fenêtres, des tuyaux, tout ce genre de choses. Et de l'énergie aussi pour amener ces éléments sur les chantiers. Et ça émet également des gaz à effet de serre supplémentaires. Alors, il y a plusieurs objectifs dans ce contexte. Il y a des objectifs politiques, qui sont par exemple le zéro carbone net en 2050, mais il y a aussi des objectifs qu'on peut se fixer qui sont peut-être plus éthiques, qui seraient de réduire globalement notre empreinte sur l'environnement. Alors pour ça, on a des outils, par exemple l'analyse de cycle de vie, et le but, ça serait d'optimiser la conception, la construction, l'exploitation, la déconstruction et la démolition de ces quartiers. Et de l'autre côté, on a besoin de maquettes on produit des maquettes qui sont capables d'amener des informations, puisqu'on peut parler de BIM, on l'a un petit peu évoqué dans la journée aujourd'hui, donc Building Information Model, donc pour préparer des modèles à être utilisés pour ces analyses. Mais pour les préparer, ces modèles, ils ne sont pas encore totalement dédiés à ça, il faut un cadre méthodologique. Donc la méthode, justement, l'analyse de cycle de vie, à l'échelle quartier dans mon cas, mais là je vais vous décrire la méthode générale. C'est une méthode itérative. Alors on définit les objectifs du système, on fait un inventaire des polluants et des matières premières, et enfin on analyse l'impact de ces éléments. Tout ça c'est soumis à interprétation, ce qui fait que si on avait, au début où on fait notre analyse, si on ne s'était pas rendu compte que tel ou tel polluant avait un impact plus ou moins fort, on va revenir en arrière, redéfinir le scope pour analyser vraiment tout ce qui se passe le plus largement possible au niveau du cycle de vie. Donc c'est une analyse qui se veut très transparente, où on montre tout ce qu'on fait, et multicritère, puisque là, par exemple, les résultats que je vous présente, c'est sur
un cas d'étude que je vais détailler un petit peu après, mais on va regarder plusieurs critères. Donc, par exemple, l'effet de serre, l'eau utilisée, l'eutrophisation ou encore les déchets radioactifs. Et les différentes couleurs qu'on voit, c'est est-ce que c'est pendant la phase de construction, d'utilisation, de rénovation ou de déconstruction qui a le plus d'impact. Bon, évidemment, à l'échelle d'un quartier, c'est la phase d'utilisation, mais c'est souvent comme ça. Et on a besoin de maquettes numériques. Alors là, je précise un petit peu le terme de jumeaux numériques pour introduire le terme de CIM, City Information Model. Donc ça va être une maquette numérique à l'échelle de la ville. Et on a besoin que ces modèles puissent comporter des informations utiles à l'analyse de cycle de vie. Donc on va essayer de faire des préconisations pour la création ou l'amélioration de maquettes numériques utiles à l'analyse de cycle de vie. Parce que vous voyez, entre ces deux modèles, j'ai quand même pas mal de différences entre ce qu'on peut en ressortir. Alors, les travaux que j'ai menés là, ils sont en trois parties, mais qui sont faites en parallèle. D'une part, identifier les données nécessaires à l'analyse de cycle de vie, avec un cas d'étude sur un projet E3S, qui est à Châtenay-Malabry. Voilà. Un état de l'art des maquettes de ville, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, et est-ce qu'elles sont capables d'intégrer des données pour de l'ACV. Et enfin, un petit cas d'étude sur le campus Descartes, ici donc, pour chercher les données ouvertes qu'il y a à disposition sur le campus et qui pourraient compléter un CIM. Alors les données nécessaires à l'analyse de cycle de vie quartier, dans le logiciel qu'on a utilisé pour faire cette étude, parce que fonction des logiciels ça peut varier, mais d'une part ça va être la durée de l'analyse. Alors ça c'est un paramètre qui est plutôt projet, mais qui est prépondérant dans les résultats, puisque si on regarde l'impact à 50 ans, 80 ans, ou 100 ans ou plus, ça va pas changer, ça va justement changer, excusez-moi, énormément la donne. Si on regarde une échelle courte, forcément la construction d'un quartier va avoir un impact très fort sur l'analyse de cycle de vie, mais si on regarde à une échelle très lointaine, c'est forcément tout de suite l'utilisation, et donc l'énergie qu'on va consommer durant la vie du quartier qui va être prépondérante. Donc on va regarder pour ces analyses de cycle de vie quartier le type de bâtiment, le terrain utilisé, la surface construite, les occupants, l'utilisation précédente du terrain, le nombre de bâtiments. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est ce qui me semblait le plus pertinent. La production d'électricité, les pertes en ligne, le mix de production, dont je vous ai fait l'exemple en introduction, les distances entre, par exemple, la cimenterie et le chantier, les distances entre les habitations et les déchetteries, les incinérateurs, etc. Les réseaux d'eau usée, d'eau pluviale, qu'est-ce qu'on a comme précipitation sur le site, les longueurs des réseaux, leur efficacité, leurs matériaux, leur durée de vie, les entretiens. Les espaces publics, quelle surface on a, leur imperméabilité, est-ce qu'il y a des espaces verts, est-ce qu'il y a des plans d'eau, comment on les entretient, est-ce qu'il y a de l'éclairage public et comment il est fait, et la collecte des déchets. Donc la deuxième partie de ces travaux, c'était donc un état de l'art sur les maquettes de ville. J'ai recensé 96 modèles, d'ailleurs j'ai vu ce matin qu'il y avait des modèles que j'avais ratés, mais il y a des modèles un peu partout. On parlait aussi de découvrabilité de la donnée ce matin. Bon, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas évident. Donc 96 modèles, dont 50 modèles qui sont capables d'intégrer des données utiles à l'analyse de cycle de vie. Donc, par exemple, le modèle de Dresde, qui va avoir des bâtiments en volume, des bâtiments différenciés, des modèles géoréférencés, et c'est ouvert. De Munich, où on voit la différence que ça peut avoir visuellement, où dans un cas on a de la végétation, pas dans l'autre. Donc il y a vraiment une hétérogénéité des données disponibles et de ce qu'on peut en retirer. Ou le Mont-Saint-Michel, où là, on peut se poser la question de comment ça pourrait être utilisé, puisque là, c'est simplement un modèle où on va pouvoir naviguer dans le temps et voir à quoi ça ressemblait à quelle période, mais on ne peut pas, entre guillemets, mettre les mains dedans et regarder bâtiment par bâtiment ce qui se passe. C'est fermé. Donc, sur le campus, le cas d'étude qu'on a mené, c'est d'aller regarder les données ouvertes de disponibles, alors des données de l'ADEME, des données de la BD Topo, des données de la PUR, toutes ces données-là. Et de l'autre côté, c'est fonction des données qu'on avait, des paramètres qu'on avait identifiés plus tôt
pour réaliser nos analyses de cycle de vie, mettre en lien la source et les besoins des informations. Donc pour chaque propriété, on a proposé une source de données. Par exemple, le mix de production énergétique, c'est des données qui peuvent venir de RTE ou de Enedis, et ça on l'a fait pour toutes les propriétés que j'ai citées auparavant. Donc les perspectives pour la suite, ça va être des préconisations pour réaliser des SIM qui soient utilisables pour l'analyse de cycle de vie. Alors ça, la deuxième partie, c'est plus des travaux de thèse que je suis en train de mener, et c'est un benchmark des outils d'analyse de cycle de vie et leur capacité d'intégration de données. Donc ça, il y en a très peu des outils qui sont capables de faire de l'analyse de cycle de vie à l'échelle quartier. Donc, voilà. Et troisièmement, j'ai quasiment fini. Et troisièmement, une expérimentation à mener pour faire des géovisualisations des résultats et des données d'analyse de cycle de vie à destination d'experts en analyse de cycle de vie, pour justement jouer sur les paramètres et voir est-ce qu'on peut découvrir de nouvelles choses en fonction de ces géovisualisations, réinterpréter les choses. Merci pour votre attention et je suis ouvert à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a le temps d'en prendre deux, je pense. Bonjour, donc Claude Rospard pour l'Université Gustave Eiffel. Je connais très bien les méthodes d'Adélaïde et j'adore. Et alors, merci d'avoir rappelé que le carbone, c'était lié à l'énergie. Parce que voilà, c'est quand même un débat. Et souvent, quand on l'amène, alors côté université en tout cas, c'est pas évident pour les gens. Voilà. Alors, je voulais juste savoir, déjà, si vous avez publié vos petites analyses de 96 modèles, etc., parce que c'est super intéressant, en fait, comme état des lieux. Et l'autre question, c'est est-ce que vous mettez les habitants dans les quartiers? C'est-à-dire qu'ils vont bouger, la mobilité vous avez parlé des réseaux, des flux, de la production d'énergie, donc j'imagine que c'est pour chauffer quelqu'un. Mais la mobilité, c'est quand même majeur. Alors, j'ai raté la session de ce matin, mais je pense qu'il y a une session sur ce sujet. Voilà. Alors, je vais commencer par répondre sur la mobilité. Oui, c'est des choses qui sont prises en compte, mais de logiciel à d'autres, pas toujours de la même manière. Donc ça peut poser des questions sur est-ce que c'est vraiment bien pris en compte? Il va y avoir des outils qui sont capables de prendre en compte ce qu'ils appellent la marchabilité ou la cyclabilité des quartiers. Il y en a qui vont être en mesure de voir s'il y a des transports en commun qui viennent dans ces quartiers-là, est-ce que c'est bien desservi, etc. Et donc ça va jouer sur les résultats, en effet. Et la première question, si vous pouvez me Vous avez publié votre oui, alors, c'est des travaux que j'ai menés l'an dernier et que je compte bien publier. Oui, il y a un rapport qui est en cours avec mon encadrement. Et oui, on aimerait bien publier tout ça. Ouais. Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous avez... j'ai l'impression que vous avez déjà commencé la perspective 2 sur l'outillage. Donc j'aurais bien aimé avoir un avant-goût des besoins en termes d'outillage que vous avez identifiés. Alors, j'ai plutôt étudié quels étaient les outils disponibles pour faire de l'analyse de cycle de vie à l'échelle quartier. Parce que les besoins, si on parle matériel, c'est pas des... Je voulais dire les limitations sur les outils que vous avez commencé à regarder. Alors, déjà là, si je regarde les outils qui restent, mes finalistes, on va dire, pour ce benchmark, ceux qui sont capables d'en faire, sur 70 logiciels que j'ai regardés, il en reste 3. Et parmi ces 3-là, tous ne vont pas autant dans le détail dans le nombre de critères de l'analyse de cycle de vie, de ce qu'ils regardent. Il y en a qui regardent que le carbone. Enfin, il y en a un qui regarde que le carbone. Et ça, c'est une limite des outils parce que on parlait de prise de décision dans cette journée. Et quand on veut être sûr de prendre la décision la moins pire, j'ai envie de dire, ou la meilleure, il faut regarder le plus de critères possible pour que les décideurs puissent être le plus aidés. Donc si on a des outils qui ont que la mire carbone, c'est peut-être un peu trop restreint. Après, c'est déjà un premier pas vers quelque chose. Mais voilà, donc ce que j'identifierais comme première limite, c'est le fait qu'on ait des outils qui
fonctionne pas sur tous les indicateurs. Peut-être une dernière question, et pendant ce temps, Maxime, tu veux... Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question sur... vous avez parlé de... Donc c'est sur le quartier de La Vallée, mais la version de La Vallée initiale, ou est-ce que c'est comme c'est dans E3S, est-ce que vous avez pris en compte les innovations qui étaient proposées, notamment par le consortium Futur, les Gustave Eiffel, l'École des Ponts, pour faire simple, et finalement évaluer ces innovations et en quoi ça apporte? Alors, je ne pense pas, parce que je ne suis pas sûr de voir exactement de quelle innovation on parle et de comment elles auraient pu s'intégrer dans l'analyse de cycle de vie à l'échelle quartier. Alors, je prends un exemple, par exemple, ouais. Dans E3S a testé, je vais vous donner un produit, enfin, par exemple des solutions de rafraîchissement urbain, oui. Ou des solutions d'éclairage public innovantes. Est-ce que finalement, dans la modélisation, est-ce que ça a été pris en compte finalement en quoi la recherche-action menée par le Gustave Eiffel était bénéfique sur le plan de vue de l'ACV? Je vois, mais du coup, je peux répondre plus clairement, non, parce que j'ai simplifié pas mal de choses. Dans les travaux qu'on aimerait publier, c'est plus détaillé, mais j'ai pas pris en compte ce genre de choses parce que le but, c'est aussi d'être en mesure de donner des outils en phase très amont pour aider à définir des programmes, parce que c'est le moment où on a les leviers les plus forts pour agir sur les projets. Faire un bilan de ce qui a été fait, c'était un peu moins l'enjeu, mais voilà. J'espère que ça répond.